La guerre en Ukraine, on en parle avec vous, Reed Brody. Vous êtes avocat américain, membre de la Commission internationale de juristes et spécialiste de la défense des droits humains. Reed Brody, je le disais tout à l'heure, Joe Biden a accusé Vladimir Poutine de génocide en Ukraine, un mot extrêmement fort. Est-ce que vous partagez cette analyse? Écoutez, il y a beaucoup de crimes qui se mettent en Ukraine. Il y a eu d'abord le crime d'agression, c'est une guerre agressive contre la Charte des Nations Unies. Il y a eu des crimes de guerre. Il y a des crimes contre l'humanité, donc des crimes à grande échelle généralisés. Maintenant, génocide, je pense que Biden l'a employé dans son sens populaire, dans le sens non juridique. C'est-à-dire on tue des Ukrainiens? Voilà, on tue beaucoup de personnes. Voilà. Mais malheureusement, on peut tuer des centaines de milliers de personnes sans que ce soit un génocide, parce que pour génocide... Il y a une définition précise. Voilà, il faut qu'on ait agi avec l'intention de détruire un groupe. Donc, un peuple ou un groupe ethnique, social, religieux. On n'a pas, comme on a fait à Srebrenica, on n'a pas séparé des Ukrainiens et des Russes pour tuer des Ukrainiens. D'ailleurs, la plupart, plus que la moitié des morts à Mariupol sont des russophones. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin qu'on les crimes parlent pour eux-mêmes, quand les massacres parlent pour eux-mêmes, des bombardements, de faire ce genre de surenchère. Ils cherchent sans doute à marquer l'opinion, en tout cas. Voilà. Alors, on parle de massacres, de crimes de guerre à Boutcha, Irpin ou encore à Mariupol. Comment sera-t-il possible de prouver ce qu'il s'est passé? Je pense qu'il y ait eu des crimes de guerre, c'est presque une évidence. Chaque incident, quand même, il faut le découper. On peut pas, par exemple, si la règle dans la guerre, c'est la distinction entre les civils et les militaires. On ne peut pas tuer un civil, on ne peut pas attaquer un cible civile. Maintenant, on bombarde un hôpital, un théâtre. Il faut savoir pourquoi, est-ce qu'il y avait des objets militaires, etc. Mais prouver que le crime a été commis, c'est une chose. Constater qui en était le responsable, à quel niveau, c'est beaucoup plus difficile. Qui a donné l'ordre? Avec quelle autonomie? Avec quelle intention? La chaîne des commandes, oui. Exactement. Alors, la Cour pénale internationale a ouvert une enquête, une semaine seulement après le début de l'invasion russe. Comment se déroule la collecte de preuves sur le terrain? Qui est envoyé et dans quelles conditions actuellement? En fait, il y a beaucoup d'enquêtes ouvertes. Et en premier lieu, il y a la justice ukrainienne qui a ouvert, d'après le procureur, 5600 cas de crimes de guerre. Il y a aussi la Cour pénale internationale qui a envoyé des enquêteurs. Il y a aussi la justice française qui a ouvert une enquête pour des citoyens français qui auraient été tués en Ukraine, mais qui aussi envoient des personnes et beaucoup d'argent pour aider la Cour pénale internationale. Donc, il y a évidemment, il faut parler avec les témoins oculaires plutôt possible. Il y a aussi des preuves matérielles, des fragments, des bombes, des munitions, des uniformes, des intercepts. On a intercepté quand même, les Russes n'ont pas un système de communication très encrypté, donc on a pu intercepter beaucoup de communications. Donc on fait tout ça, mais évidemment, ça reste des preuves qui sont sur le théâtre du crime. Il faut, si on veut inculper les supérieurs, il faut savoir la chaîne de commande et quels étaient les ordres donnés. Et justement, comment auront-ils accès à cette chaîne de commande, à ces informations? Sont-ils aujourd'hui, ces enquêteurs, en mesure d'inquiéter la Russie et notamment Vladimir Poutine? Est-ce que la justice est en mesure de lui faire peur? Je crois que oui. Oui. De toute façon, il y a aussi cette idée de responsabilité hiérarchique. Même si vous n'avez pas donné l'ordre de faire ceci ou cela, si vous voyez que vos subordonnés commettent des crimes et vous n'intervenez pas pour les réprimer ou pour y mettre fin, vous êtes aussi responsable. Donc Vladimir Poutine, il regarde les mêmes images que nous voyons, ou s'il ne les regarde pas, c'est ce qu'il a décidé de ne pas les regarder. Et donc, si il voit les crimes de guerre,
il aurait dit que c'est inacceptable. Quand les Ukrainiens ont commis des crimes de guerre déjà notés par des organisations humanitaires, le gouvernement ukrainien a dit non, c'est inacceptable. On va enquêter, poursuivre. Côté Moscou, c'est tout autre chose. Est-ce qu'on peut déjà, sans doute en attendant l'épreuve, commencer des procès contre certains dirigeants russes, contre Vladimir Poutine, dans des juridictions nationales ou internationales? Est-ce que ça peut se faire? Quel sera le temps, justement, avant que ces procès arrivent? Malheureusement, le temps judiciaire n'est pas le temps de la guerre ou le temps politique, mais on peut déjà, par exemple, la justice ukrainienne peut déjà lancer des mandats. Et je pense que surtout viser, évidemment, Vladimir Poutine, je pense qu'il ne va pas reculer. Mais il y a quand même des soldats ou des personnes intermédiaires qui peuvent être dissuadés de savoir que leur nom va figurer sur la liste et que, même si ce n'est pas aujourd'hui, ça peut être dans un an, ça peut être dans 10 ans. Ce sont des crimes quand même... Ça, c'est une épée de Damoclès, selon vous, qui peut agir dès à présent? Ben, j'espère. En fait, si on avait poursuivi les mêmes faits au Grozny, en Tchétchénie ou en Syrie, on serait peut-être pas en face de ce genre de crime aujourd'hui. C'est peut-être ça aussi qui pose souci, c'est-à-dire que Vladimir Poutine répète ce qu'il a déjà fait en Tchétchénie et en Syrie. Exactement, sans avoir qu'il a fait en toute impunité. Merci Reed Brody d'avoir été avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Merci pour cet éclairage.